Et donc, alors que certains nous racontent des racontards pour nous amadouer, nous, on va vous parler d'histoire, on va vous parler de matrimoine. Et pour ça, j'appelle sur scène Marie-France Canalis. C'est une vieille lutte des féministes. Et avant nous, il y en a eu d'autres. Avec nous, il y en a d'autres. Et partout, il y en a d'autres. Et on les connaît. Alors, par exemple, dans les années 70, excusez-moi, donc je reviens aux années 70, les premières manifestations, dénonciation des crimes contre les femmes, démontrer les mythes qui masquent la réalité des viols. Ouh, quel joli programme. Peut-être que les personnes qui ont mis ça en route n'imaginaient pas à quel point elles touchaient quelque chose qui allait être un chemin qui s'ouvre. Alors, 26 juin 1976, publication d'un premier manifeste, 10 heures contre le viol. À la lutte, collectif de soutien aux femmes victimes de viol, débat public, manifestation de nuit. Contestation du traitement judiciaire des crimes de viol, où Maya, Suzy, la LCR, tous ces groupes se mettent en route pour bouger, pour faire quelque chose. Et voilà, 78, Anne et Araceli, deux jeunes filles, sont violées sous leur temps, la nuit, là-bas dans le sud. Et elles ont le courage de demander à Gisèle Halimi de défendre leur parti et de les représenter en justice. Gisèle Halimi et le collectif juridique Choisir la cause des femmes, elles font face à une défense des criminels fondée sur leur consentement. Il y a eu un fort écho médiatique, ça a été une étape très importante. Et à la suite de ça, la mobilisation continue. On arrive en 85. Fabienne, une jeune fille de 17 ans, est agressée, violée dans un train de banlieue, Juvisy, Paris. Il y a des témoins, il y a des voyageurs dans le wagon, personne ne bouge. Pour dénoncer cette indifférence, le mouvement français pour le planning familial fait un premier manifeste, communiqué, viol dans un train de banlieue. Ensuite, à la fête, on fait un stand à la fête de SOS Racisme, avec les féministes parisiennes qui se mobilisent pour qu'on entende ce que c'est que le viol. Naya et d'autres, Suzy, etc., on y est. Et lors de cette fête, on va tirer un tract, tirons le signal d'alarme, il est temps. 13 août, Isabelle, 18 ans, est violée sur un quai du RER Châtelet, 18 heures. Personne n'a bougé. Le 8 septembre, Marie-Claude, 19 ans, est agressée, violée devant le porche d'un immeuble, boulevard Magenta, par 3 agresseurs, il est 21h. L'indignation monte. Les féministes parisiennes se réunissent une fois de plus. On va faire quelque chose. On organise une manif qui va aller de la gare du Nord à la gare Saint-Lazare, un samedi de rentrée scolaire. On passait devant les galeries Lafayette et le printemps, et les mamans disaient leurs noms avec nos banderoles et nos villamots qui disaient le viol est un crime, tu n'as pas le droit, papa, etc. On fait notre petit bilan. À l'époque, on s'est constitué en collectif d'associations féministes contre le viol. Il y a le planning, les jeunes femmes, les femmes battues, et des militantes virulentes qui sont là pour nous aider à faire quelque chose de visible. Donc le projet, ouvrir une permanence téléphonique, mais un peu plus solide que ce qu'il y avait déjà eu auparavant. Un peu plus solide, ça veut dire... les sous. Où est-ce qu'on trouve les sous? Donc on décide d'aller voir la ministre des droits des femmes. Alors, elle est plus ministre, elle est secrétaire d'État aux droits des femmes, mais c'est Yvette Roudy. Je me souviendrai toujours de cet entretien, parce qu'elle commence par nous dire bah, c'est pas trop tôt que vous occupiez du viol. Bon,
c'est une bonne idée. Vous ouvrirez le 8 mars, et on était en septembre, il me semblait qu'on avait peu de temps parce qu'on avait des colorations politiques différentes dans nos réunions. Les unes qui disaient on est là pour les femmes qui portent plainte, les autres qui disaient oh, la plainte, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Les timorées et les valeureuses. Elle me dit oui, mais moi je ne serai plus ministre. Alors on a dit très bien, on ouvrira le 8 mars 86. Et en effet, elle n'était plus ministre. Et donc elle avait un téléphone national, gratuit, et elle avait diffusé l'information partout. Et le téléphone il sonnait. Et depuis l'ascenseur, je l'entendais qui sonnait. Et au téléphone, on n'avait pas du tout les victimes qu'on attendait. On attendait des victimes de notre âge, quoi. Jeune, qui avait été violée hier dans le métro, dans le train. Et au téléphone, on avait des femmes adultes, des femmes très adultes, et de toute la France, et qui nous racontaient 10 ans de viol à la maison par an. Et là, on a changé de planète. Et on a commencé à se dire, mais finalement, toute leur vie a été abîmée. Et finalement, dans ce qu'ils nous racontent, on trouve des choses semblables. Car ces agresseurs, ils ont tous à peu près les mêmes façons de s'y prendre. Ils vont d'abord commencer par isoler leurs victimes. Disons, écoute, tes copines, elles sont compétentes, féministes en plus, ta famille. On attend que ta maman soit partie, isoler la victime pour l'avoir bien avec soi. Et puis le deuxième grand principe, c'est de lui dire, finalement, témoigne bien que ce que je croyais ailleurs. Parce que moi j'avais confiance, je pensais que, et finalement, dévalorisé, humilié, m'a traité comme un objet. Bon, tu vas quand même me faire du bien ce soir, puis après tu dormiras gentiment. Hein. Le troisième grand principe, c'est inverser la culpabilité. Évidemment, moi quand je te vois courir avec ta jolie petite jupe à plis, la mignonne, je peux t'en empêcher, je suis quand même un homme, il faut bien se rendre compte. Ne se reconnaît aucune responsabilité dans le passage à la violence. Elle l'a provoqué, elle le souhaitait, même si elle ne le sait pas. Instaurer un climat de peur et d'insécurité, c'est-à-dire se présenter comme tout puissant. Ah, tu veux raconter ça? Vas-y, raconte. Moi je leur expliquerai. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très fort, parce que, et surtout, on entend encore aujourd'hui. Et puis la dernière préoccupation d'un agresseur, c'est de ne pas être pris. Donc assurer son impunité, recruter des alliés, et montrer à tout le monde comme elle est gentille, cette dame-là, comme elle est charmante. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la stratégie des agresseurs, et toutes les écoutantes, là tout à l'heure, on l'a aussi dit, c'est ce qu'on essaye d'aider les personnes qui nous appellent à identifier dans leur histoire. Parce qu'après, on va leur montrer comment on fait le contraire. Ils l'isolent, je rencontre d'autres personnes, je parle à d'autres, je sors de ce tunnel dans lequel elle était. Il dit qu'elle est une merde, et nous on lui dit qu'elle a du courage, qu'elle cherche à s'aider, qu'elle a téléphoné, qu'elle prend. Ouais, bon, il inverse la culpabilité. Nous, on sort le code pénal, c'est écrit, c'est celui qui fait qu'il est, sinon, hôpital psychiatrique. Instaurer un climat de peur et d'insécurité, on va l'aider à trouver autour d'elle des personnes qui peuvent la soutenir. Et c'est pour ça qu'on a répondu à leur demande, de ces premières appelants, qui nous demandaient un groupe de parole qui était déjà un des premiers lieux où on peut se sentir comprise, parce qu'on a d'autres semblables, si je puis dire. Et puis assurer son impunité, et donc nous, on va au contraire l'aider à identifier comment son agresseur s'est pris, quelle a été sa stratégie, quels sont les éléments. Peut-être qu'elle ne portera pas plainte aujourd'hui, mais ce qu'elle dit, on va le continuer, on va le conserver, et si un jour elle décide de porter plainte, on sera avec elle. Voilà.